Jeanne Cuchet et son fils André disparaissent en février 1915. Thérèse Labordeline disparaît en juin 1915. Marie-Angélique Guillain disparaît le 2 ou le 3 août 1915. Berthe Héon disparaît en décembre 1915. Anna Colomb disparaît le 27 décembre 1916. André Babelet disparaît le 12 avril 1917. Célestine Buisson disparaît le 19 août 1917. Louise Jaume, appelée Liane, disparaît le 26 novembre 1917. Anne-Marie Pascal disparaît le 5 avril 1918. Et Marie-Thérèse Marchandier disparaît le 13 janvier 1919. Entre 1915 et 1919, 10 femmes vont disparaître après avoir répondu à une annonce matrimoniale. Toutes avaient rencontré le même homme, Henri-Désiré Landru, un bourgeois aux allures respectables. Mais derrière la barbe soignée se cachait un tueur méthodique. C'est dans sa cuisinière de sa maison de campagne que l'horreur va être révélée. Voici l'histoire d'Henri-Désiré Landru, le barbe bleue de Gambet. Nous sommes en 1915, en pleine Première Guerre mondiale. Une petite annonce paraît dans Le Petit Journal. Monsieur, 45 ans, seul, sans famille, situation 4000, inter, désir épouse, dame âgée, situation, rapport, CT, 45, JAL. J'ai pas tout compris l'annonce, mais bon, en gros, homme qui cherche une femme avec une bonne situation pour se marier. Le 7 mai, Anna Colomb, une veuve, en fait elle est 2 fois veuve même, qui cherche un mari pour finir sa vie à l'abri, va répondre à cette petite annonce parue dans Le Petit Journal. Elle écrit « J'ai 39 ans, veuve sans enfant et pour ainsi dire sans famille. Je gagne 2100 francs par an dans un bureau. Étant économe et assez adroite, je suis parvenue à me faire quelques économies qui, avec le peu que j'avais quand mon mari est mort, s'élèvera à 8000 francs. En fait, elle avait un peu menti. Elle avait 44 ans et il y avait un enfant qui était placé dans un couvent. Elle va donc rencontrer cet homme qui se dit s'appeler Cuchet. Le 19 décembre 1916, elle va quitter sa place de dactylo et va se fiancer. Le 28 décembre, elle va retourner à Paris pour annoncer son mariage à sa famille et ensuite repartira à Gambet. Personne ne la revit jamais. Célestine Buisson répondra également à cette annonce. Elle est veuve depuis 1912, son fils habite à Bayonne et elle possède un patrimoine de plus ou moins 10 000 francs. Le 13 mai 1916, elle rencontre cet homme qui se fait appeler Monsieur Frémier. En janvier, elle annonce ses fiançailles. Et au mois d'août, elle va retirer ses titres lyonnais et va confier toute sa fortune à son fiancé. Quelques jours plus tard, elle part avec sa sœur et ses neveux à Gambet. Le 17 août, elle repart avec sa sœur et ses neveux sur Paris et 2 jours plus tard, elle repart à Gambet. Après ça, plus personne n'aura de ses nouvelles. Il en sera de même pour toutes les victimes. Elles vont toutes disparaître et c'est plus ou moins le même schéma systématiquement. Donc tout ça sera détaillé lors du procès un peu plus tard. Alors qui est ce fameux Landru, appelé également Cuchet ou Frémiet ou encore d'autres noms, et pourquoi a-t-il commis ces crimes? Henri-Désiré Landru naît le 12 avril 1869 à Paris. Son père s'appelait Julien Alexandre Sylvain Landru et il était chauffeur. Sa mère s'appelait Flore Henriquel et était couturière. Il va grandir avec ses parents et avec sa sœur qui était âgée de 15 ans de plus que lui, au numéro 41 de la rue Puebla, dans le 19e arrondissement. Ils vont y vivre jusqu'en 1875. Ensuite, ils vont déménager rue du Cloître Notre-Dame sur l'île de la Cité. Henri était un enfant très affectueux et surtout avec sa maman. Il étudiera à l'école des frères rue de Bretonvilliers. Il sera décrit par ses camarades comme étant un bon ami, joueur et intelligent. C'était un élève très studieux, il prenait même des cours supplémentaires pour s'améliorer.
Il dessinait très bien et était excellent en maths. Il va tomber amoureux d'une jeune femme de 19 ans quand lui en aura 15. Il s'agit de Marie-Catherine Rémy et elle tombera enceinte en 1890. Elle lui annoncera la nouvelle en septembre et 2 mois plus tard, il sera incorporé au 87e régiment d'infanterie. Le 24 juin 1891 naîtra leur première fille, Marie-Henriette. En 1893, il sera démobilisé avec le titre de sergent. Il va épouser Marie-Catherine le 7 octobre 1893 et va reconnaître Marie-Henriette comme sa fille. Alors, comme c'est quelqu'un d'instable, eh bien, il va changer de taf plein de fois. Ils vont déménager plusieurs fois. C'est une vie particulière qu'il va offrir à sa famille. Et Marie-Catherine va devoir travailler également pour subvenir aux besoins de la famille. Ils vont avoir 3 autres enfants. Maurice en 1894, puis Suzanne en 1896 et Charles en 1900. Et d'ailleurs, donc en 1900, il va créer son entreprise de bicyclettes à pétrole. Les commandes avec acompte vont affluer et lui, il va juste disparaître. Et c'est le début d'une vie d'escroquerie. Il va louer une boutique boulevard Pereire, une rue de Rouault, et il va également louer une boutique vide à Tournai. Dans celle-ci, il va installer des machines hors d'usage. Elle va en fait servir de vitrine. Il va placer une annonce dans la presse pour recruter des associés. Et dans cette annonce, il va demander un apport de 2000 francs chacun. Au départ, ils vont bien tous recevoir leur salaire. Mais après, eh bien, il va juste disparaître avec toute la thune. Il va se faire prendre et va être jugé en février 1902 pour escroquerie. Il sera condamné à 3 ans de prison et 300 francs d'amende. Sauf que le truc, c'est qu'il ne s'est pas présenté à son procès et il s'est tiré ailleurs. Il va récidiver, mais sous un autre nom. Donc là, ce sera le nom de Natier. Et il va à nouveau se faire prendre. Et donc là, il sera arrêté en 1904. Il est condamné à 500 francs d'amende et de 2 ans de prison. Il ne fera que 24 mois à la prison de la Santé. Une fois sorti de prison, il pourrait se tenir à carreau. Non, il va recommencer. En fait, à chaque fois, il va recommencer avec des noms différents et des villes différentes. Et à chaque fois, il va se faire prendre quand même. Vous imaginez, pour sa famille, vivre comme ça, à déménager constamment. Et en plus, il n'est jamais là. Il est tout le temps soit au travail en train d'escroquer les gens, soit en prison. Super. Du coup, c'est vraiment la débrouille. Marie-Catherine va devoir tout gérer. Donc, en 1909, rebelote, il se prend 3 ans de prison. Et dès qu'il sort de prison, eh bien, il va apprendre que sa mère est décédée depuis près d'1 an et que son père vient de mettre fin à ses jours. En 1913, il va arnaquer un couple de retraités. Et en 1914, eh bien, il va se faire prendre, il va encore être condamné, cette fois à 4 ans de prison. Et dans sa tête, eh bien, il va avoir un cheminement assez logique, vu qu'à chaque fois, il est condamné parce que les victimes portent plainte, eh bien, il se dit que ce serait mieux qu'il n'y ait plus aucune trace de ces victimes, qu'elles ne puissent plus parler. Et c'est comme ça qu'il va décider de tuer ses prochaines victimes de ces arnaques. Et évidemment, le fait que ce soit en pleine période de guerre, eh bien, ça va l'aider dans son plan machiavélique. Le 1er octobre 1917, le maire de Gambet va recevoir une lettre de la sœur de Célestine Buisson, car celle-ci n'a pas reçu de ses nouvelles depuis quelques semaines et elle en est très inquiète. Elle va expliquer qu'elle a accompagné sa sœur avec M. Freinet à Gambet, dans une villa éloignée de la ville, mais elle ne sait pas du coup si l'adresse à laquelle elle a écrit est la bonne. Et donc, elle lui demande de vérifier dans sa base de données après ce monsieur pour savoir son adresse. Et du coup, il va répondre à cette dame qu'en fait, il ne fait pas partie des citoyens de Gambet. Donc voilà, ni lui, ni en fait sa sœur, aucun des deux ne font partie des citoyens de Gambet. Par contre, d'après la description de la maison, eh bien, il voit laquelle c'est la Villa Tric, et donc elle appartient à un vieux monsieur pensionné qui s'appelle Monsieur Tric. Et Monsieur Tric avait un locataire qui s'appelait Monsieur Dupont. Le maire va se souvenir d'avoir reçu une lettre similaire 2 mois plus tôt. Donc là, ça fait quand même 2 femmes avec le même homme
Dans la même villa, l'inspecteur Adam va ouvrir l'enquête sur les disparitions. Il va interroger Monsieur Trick. Il va interroger également la personne qui s'est chargée de louer la maison de Monsieur Trick. Et de là, il va découvrir en fait qu'il y a bien un Monsieur Dupont qui loue cette maison, mais il est domicilié en Normandie. Le procureur de la République de Mantes va prendre l'affaire en main et va alerter la Sûreté générale. Il nommera le commissaire d'hôtel, les inspecteurs Belin, Braunberger et le brigadier Riboulet en charge de l'affaire. Les familles seront entendues et le point commun entre toutes est la petite annonce parue dans le Petit Journal le 1er mai 1915. Le 4 avril, l'inspecteur Adam, qui est aussi le garde champêtre de Gambais, va passer devant la Villa Trick et là, il va entendre des voix discuter. Il va apercevoir un homme barbu et une jeune femme. Il va donc se dépêcher d'aller au commissariat prévenir que le monsieur Dupont est à Gambais. Il avertira le maire et le maire avertira à son tour le procureur général. Et donc, il va falloir attendre quelques jours pour avoir une réponse. Et le 10 avril, une information contre X sera ouverte. À Paris, les inspecteurs vont continuer d'interroger les familles. Marie Lacoste, la sœur de Célestine Buisson, va dire aux inspecteurs qu'une de ses connaissances a vu le fiancé de sa sœur au bras d'une autre femme. Ils marchaient vers l'hôtel de ville, donc en direction de Châtelet. Ils sont ensuite rentrés dans un magasin qui s'appelle le Lion de Faïence. Et ensuite, ils sont montés dans une voiture et là, elle a perdu leurs traces. Les inspecteurs vont enquêter, donc ils vont interroger la patronne, ils vont interroger le vendeur, et le vendeur qui s'est occupé du couple va leur dire qu'il leur a vendu un service pour 320 francs. Le client a même laissé une carte de visite. Il y est inscrit le nom de Lucien Guillet, ingénieur habitant rue Rochechouart, au numéro 76. Et l'inspecteur va demander au concierge l'étage où habite ce monsieur Guillet. Le concierge va lui dire qu'il n'est pas rentré de la nuit. Du coup, les inspecteurs vont rentrer au bureau, donc au commissariat, et là, ils vont faire une réunion et ils vont apprendre qu'à la Villa Trick, il y a un mot disant que le courrier est expédié à Paris, rue Greffule. Mais là, ça ne donnera rien. Les inspecteurs vont donc se relayer devant le bâtiment rue de Rochechouart. Et nous sommes le 11 avril lorsque Belin, après une fête assez arrosée, va passer devant le bâtiment rue Rochechouart et il ne sait pas pourquoi, mais il va vouloir relever l'inspecteur qui est déjà en place. Et il est minuit quand Belin va apercevoir de la lueur à travers les persiennes. Il va passer la nuit à attendre et au petit matin, il va demander du renfort à un agent du quartier. Et ensuite, d'autres agents vont les rejoindre. Nous sommes donc le 12 avril à 9h10 lorsque Belin se décide à frapper à la porte. Il va frapper une fois, deux fois, personne ne répond, mais il va insister. Lorsqu'il obtient une réponse, il va dire qu'il vient pour une annonce qu'il a vue concernant les voitures que chercherait donc Guillet. Et que lui, il a des connaissances et qu'il peut lui fournir une voiture. Donc Guillet va ouvrir en pyjama avec la barbe toute mélangée là. Les deux inspecteurs vont s'engouffrer dans l'appartement. Belin va bousculer légèrement Landru et va décliner son identité. Guillet va s'énerver et va dire qu'il va porter plainte pour violation de domicile. Il va même crier au secours. Pathétique. Là, il y a une femme qui va entrer dans le living en déshabillé et qui va se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe ?» Guillet va lui ordonner de retourner dans la chambre, dire « C'est rien, c'est un malentendu, retourne dans la chambre, tranquille. » Sauf qu'elle va s'évanouir en fait. Dès qu'elle reprend ses esprits, les inspecteurs vont lui demander d'aller s'habiller. Et là, Belin va dire à Guillet qu'il s'agit d'une grosse affaire, une affaire de meurtre. Le barbu n'aura aucune réaction, il va être impassible. Il va demander à faire sa valise. Ensuite, une fois que ce sera fait, ils vont se rendre au bâtiment rue Greffule. Là-bas, donc, ils vont fouiller, ils vont trouver un carnet, un agenda et un peu de monnaie. Et ils vont mettre tout ça dans une petite boîte en carton. Guillet sera interrogé sur son identité, sa profession
et son emploi du temps. La femme sera interrogée également et confirmera l'identité de Guillet. Les inspecteurs vont interroger Guillet sur les carnets trouvés dans l'appartement et il ne dira rien. Dans l'agenda se trouve une liste de noms et parmi ces noms, eh bien, il y en a 2 que le brigadier Riboulet va reconnaître. Il y a celui de Buisson et de Colomb. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'appartement rue Rochechouart va être fouillé également. Et là, la blinde de documents vont être trouvés. Parmi ces documents, ils vont trouver un contrat de location au nom de Landru. Alors, c'est la location d'un box, une remise pour entreposer des choses. Ils vont donc fouiller cette remise et là, ils vont trouver plein de meubles, mais aussi ils vont trouver une postiche, un dentier, des documents, la blinde de lettres classées par fortune, petite fortune, etc. Là, ils vont trouver plein de documents classés dans des cases. Ils vont également trouver des robes, des actes de naissance, des papiers d'identité, dont ceux d'Anna Colomb et de Célestine Buisson. Et là, ils vont cuisiner Landru pendant des heures. Il ne dira rien du tout, il va manger comme pas possible, ensuite il va s'endormir, ils n'en tireront rien. Et après quelques recherches, eh bien, ils vont trouver que le fameux Henri-Désiré Landru avait été condamné pas mal de fois. Le 13 avril, Landru doit être transféré à la prison de Mantes. Et alors là, Belin va demander à faire un détour pour aller à la maison de Gambet faire une première perquisition. Ils vont donc inspecter toute la maison, sonder les murs, ils vont fouiller la cuisinière, ils vont fouiller le jardin. Et à un endroit, il va dire là vous trouverez le cadavre d'un chat. À 11h, Belin va mettre un terme à la perquisition qui n'a rien donné et iront le conduire donc à Mantes. Les journaux vont vite s'emparer de l'affaire et il deviendra un monstre de foi. Des centaines de témoignages vont arriver et vont permettre une avancée de l'enquête. Une femme va se présenter au poste et va dire qu'elle a fréquenté Landru en 1914, mais qu'à l'époque, il ne s'appelait pas ainsi. Il s'appelait Raymond Diard. Il sortait donc en fait avec sa sœur et ensuite, eh bien, sa sœur a disparu avec son neveu. Son nom sera d'ailleurs retrouvé dans le fameux petit carnet. On peut du coup en déduire que c'était en fait Cuchet. Madame Cuchet et son fils, les premiers à disparaître. Le 27 avril 1919, Landru sera déféré devant le juge d'instruction. Le 29 avril, une deuxième perquisition sera effectuée à Gambet. Cette fois, les policiers seront accompagnés du docteur Paul, qui est un médecin légiste. Et oui, c'est le même médecin légiste qui est intervenu dans l'affaire du docteur Petiot. Ils vont se rendre dans le hangar du jardin et là, eh bien, ils vont trouver tout un tas de feuilles et de cendres mélangées. Dans ce tas, ils vont voir des petits fragments blancs qui dépassent et d'Autel dirait un os. Et oui, en fait, c'était un morceau de crâne. Et ils vont retrouver d'autres fragments dans la cuisinière et dans la cheminée. À la cave, ils vont trouver des taches brunes qui correspondent à du sang. Ils vont donc faire un prélèvement. Le docteur Paul avec monsieur Anthony, qui est prof d'anthropologie à l'université, ainsi que le prof Sauvès de l'école dentaire, seront chargés de déterminer les origines des débris d'os, de dents, etc. C'est 4 kg 176 g d'os en tout qui seront retrouvés. 1500 g d'os étaient humains, dont 996 g étaient des crânes. Les autres provenaient d'animaux. Il y avait également 47 dents. Les traces de sang, elles, se sont révélées être du sang animal. Après plusieurs expériences du docteur Paul sur la cuisinière, eh bien, il va en conclure que la cuisinière était bien capable de brûler des corps humains. Et au vu de tout ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur, eh bien, il confirme que la cuisinière a bien servi à brûler ses corps. Landru va écrire au juge pour protester contre les résultats de la perquisition. Il va dire que son avocat n'était pas là pour le représenter et qu'en plus les scellés n'ont été apposés que 9 jours après la perquisition et que du coup n'importe qui aurait pu y mettre n'importe quoi. Les interrogatoires continueront jusqu'au 19 août 1920. En prison, Landru va rédiger un mémoire qu'il transmettra au juge. Dans celui-ci, il ne va faire que de se plaindre. La prison ne lui conviendra pas du tout. Il va dépérir
à un tel point en fait que il va avoir la visite des médecins qui vont lui prescrire un régime alimentaire adapté. Il va réclamer qu'une commission médicale l'examine afin de déterminer s'il est fou ou pas. Les docteurs Robinovitch, Rogue de Fursac et le docteur Vallon vont être désignés par le juge. Ils détermineront qu'il est lucide et responsable de ses actes. Le 8 décembre 1920, après 18 mois d'instruction, le juge Bonin va signer la mise en accusation. Le procès sera fixé au 7 novembre 1921 au palais de justice de Versailles. Le 1er novembre, c'est dans un corbillard que les pièces à conviction vont être acheminées jusqu'au palais de Versailles. Au palais de justice, pas le château. Le procès étant ultra médiatisé, eh bien, des mesures exceptionnelles vont être prises pour la sécurité de la cour. Des piquets vont être placés devant le palais et le nombre de gendarmes va être doublé. Et oui, parce qu'il va en falloir pour surveiller les portes du palais, aussi pour être dans la salle, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mouvement de foule, etc. Et alors aussi, ils vont créer une pièce spéciale pour les journalistes, pour qu'ils puissent passer des coups de fil, etc. Donc ils vont installer pas mal de cabines téléphoniques. Ben ouais, à l'époque, ils n'avaient pas de portable. Ils y mettront aussi des télégraphes. Vu l'énormité des faits, c'est une quinzaine d'audiences qui seront programmées. Et voici la liste des personnages principaux de ce procès. Il y aura le président Gilbert, on va dire Gilbert, son assesseur monsieur Schuller, le juge au civil de Versailles Gloriot, le ministère public, donc l'avocat général, monsieur Godefroy. Il y aura également l'avocat de la défense, qui est maître Moreau Giaferi. Il y aura le maître Lagasse et maître Surcouf qui se porteront partie civile. Le procès, donc, ça commence le 7 novembre et une foule énorme est difficilement contenue par les gendarmes. Landru arrive avec son escorte au palais de justice. La salle est pleine à craquer. La matinée consistera à désigner les 14 jurés. À 13h, le président fait entrer Landru. Il demeure impassible pendant que les photographes le mitraillent. Le greffier va lire l'acte d'accusation. Ça va durer 3 heures. Ensuite, les 180 témoins seront appelés et vu l'heure tardive, l'interrogatoire de Landru se fera le lendemain. Il ne dira qu'une chose ce jour-là, c'est « je suis innocent ». Pour la deuxième audience, eh bien celle-ci sera en partie consacrée à l'enfance, à l'adolescence et au passé judiciaire de Landru. Landru dira qu'il a payé sa dette à la société et que pour le reste, eh bien, c'était juste un commerçant et pas un escroc. Des explications concernant les noms trouvés dans son carnet vont être demandées et eh bien, Landru dira tout simplement que c'était des clientes. Voilà, c'était pour son commerce, c'était juste le nom de ses clientes et c'est tout. Et quant aux annonces matrimoniales, eh bien, il dira que c'était une manière pour lui d'attirer ses clientes. Une fois le contact établi, eh bien, il n'était absolument pas question de mariage. Juste parfois, il couchait avec certaines, mais il n'était pas question de mariage. La journée se terminera sur une prise de tête assez houleuse entre l'avocat de la défense et le ministère public. Pour la troisième audience, les pièces à conviction seront étalées sur une table. Les débats se porteront sur l'affaire Cuchet, donc sur la mère et son fils qui ont disparu. Landru va expliquer que le gamin est venu à son garage pour demander une place. Et il lui dira « mais tu es mineur, donc moi je ne peux pas t'engager comme ça, il faut l'accord de tes parents ». Et donc une rencontre avec la mère va se faire. Ils vont donc se rencontrer au jardin du Luxembourg et c'est là qu'il va la charmer. À ce moment-là, il dit s'appeler Raymond Diard. Ils vont vite se mettre en couple et vont emménager ensemble. Landru dira qu'ils ont juste partagé le loyer et qu'ils n'ont rien fait de contraire aux mœurs. Il va dire que la mère et son fils sont partis sans laisser d'adresse. La sœur de la victime va être appelée à la barre et elle va déclarer avoir reconnu les meubles et quelques objets personnels de sa sœur dans l'appartement de Madame Segret, donc la maîtresse de Landru. Et elle va dire qu'en fait jamais sa sœur n'aurait abandonné ses biens. À la quatrième audience, des témoins vont se succéder. Certains diront avoir eu des lettres de Madame Cuchet
Et une femme dira avoir eu la visite de Landru en 1915 et celui-ci dira que Madame Cuchet était partie avec son fils en Angleterre. Elle a eu un très mauvais pressentiment. Alors concernant l'identité de Cuchet, donc qu'il a pris de Madame Cuchet, eh bien, il va dire tout simplement que vu qu'il était poursuivi judiciairement, il lui fallait une autre identité pour pouvoir vivre tranquillement. Et puis aussi que s'il a pris son nom, c'est parce que comme ils vivaient ensemble, c'était pour faire taire les curieux. Ensuite, c'est le cas de Madame Labordeline qui sera abordé. Alors, il dira que c'était encore une affaire de mobilier, donc il voulait lui acheter ses meubles et qu'il n'a jamais été question de mariage. Propos qui ne tiennent pas, car la concierge de Madame Labordeline l'a vue quelques jours avant qu'elle parte et celle-ci lui a dit qu'elle comptait se marier avec ce monsieur. Les proches de la victime diront que jamais elle ne serait partie sans donner de nouvelles. Lorsque le président va faire la remarque à Landru sur le fait qu'il avait 6 ou 7 rendez-vous avec des femmes le même jour, eh bien Landru dira vous voyez, c'est la preuve que c'est pour du commerce, sinon ce n'est pas possible. Nous sommes le 11 novembre et la 5e audience débute. La cour parlera ce jour de la victime, Marie-Angélique Guillain. C'est la dernière victime qu'il emmenait dans sa maison de Lodge à Vernouillet. Il la rencontre le 15 juin 1915 suite à une annonce. Tiens donc. Elle entamera les démarches pour le mariage le 26 juin et le 7 juillet, elle commandera sa robe de mariée. Le 2 août, elle va écrire à sa fille et le même jour, Landru va mettre en vente ses obligations. Le 4, Landru fera déménager tous les meubles de la maison rue de Vernouillet. Lorsque le président va lui demander mais où était-elle lors du déménagement de Vernouillet à Gambais et de quel droit il a revendu ses titres pour s'approprier son argent. Et là, il dira que ça ne les regarde pas et qu'il n'a pas à le dire. Alors, sur la table où il y a les pièces à conviction, se trouvent les faux cheveux de la victime. Et le président va lui demander comment c'est possible que des effets si personnels se soient retrouvés dans le garage de Landru. Landru va dire qu'il s'étonne que la justice s'intéresse à ce genre de petits détails insignifiants. La fille de la victime va venir témoigner à la barre et dira donc qu'elle a reçu une lettre de sa mère lui disant qu'elle se plaît super bien à Vernouillet. Un graphologue a vérifié et en fait c'est l'écriture de Landru. La 6e audience débutera par la suite de l'affaire Guillain. Les enquêteurs vont dire qu'ils n'ont absolument rien trouvé concernant une cession des biens de Madame Guillain à Landru. Landru sera interrogé aussi sur le pourquoi du déménagement de Vernouillet à Gambais et il dira tout simplement que celle de Gambais était moins chère. Les débats vont ensuite se poursuivre sur la 5e disparue, qui est Berthe Héon, une veuve qui a hérité du mobilier de sa fille qui est décédée en 1914. Toujours le même scénario, elle répond à une annonce, ils se rencontrent, elle disparaît. Comme d'habitude, Landru va nier s'être fiancé à cette femme et dira que c'était une cliente. Il dira même que Berthe n'a jamais été à Gambais. La 7e audience sera consacrée à Anna Colombe. Le président va rappeler la chronologie des faits jusqu'à son installation à Gambais. Il va demander pourquoi dans le fameux carnet, il y a un aller simple pour elle et un aller-retour pour lui. Et Landru va dire qu'il ne se souvient plus quand est-ce qu'elle est partie. L'avocat général va parler du rôle qu'a eu sa femme dans cette affaire. Mais là, Landru va la défendre, il va dire que vraiment, elle ne savait rien et que de toute façon, elle ne faisait qu'obéir à ce qu'il lui demandait sans se poser de questions parce que c'était sa femme et une femme doit obéir à son mari. Et l'audience se terminera avec les témoignages de la famille de la victime. À la 8e audience, on parlera d'André Barbelet, une jeune femme de 19 ans qui travaillait chez une cartomancienne comme domestique. Et contrairement aux autres, elle n'a ni argent ni mobilier. Il la rencontre dans le métro, elle était en pleurs, il va lui demander ce qui la mettait dans cet état et elle va lui dire que sa mère voulait qu'elle arrête son job et que du coup, elle allait se retrouver sans rien. Il va donc lui proposer une chambre rue Maubeuge. Oui, c'est mon chien. Il participe. Sa patronne cartomancienne va venir à la barre et va dire qu'elle a vu la carte de la mort juste quand le commissaire est arrivé pour lui poser des questions sur sa domestique. La 9e audience concernera Célestine Buisson, dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Marie Lacoste, la sœur de Célestine, viendra témoigner. Landru va dire pareil, que tout
tout simplement, c'était pour une vente et qu'il n'y avait pas de mariage, blablabla, habituel. La 10e audience parlera de Liane Jaume, la 9e victime. Elle était une fervente catholique de 36 ans, séparée de son mari. Elle possédait un peu de valeur et du mobilier. Elle va rencontrer Landru sous le nom de Guillet le 11 mars 1917. Le 23 juillet, elle va faire la demande de divorce à son mari. Le 5 octobre, elle va quitter son job et elle va aller au palais de justice pour son divorce. Le 21 octobre, Landru va déménager les meubles de Liane. Le 25 octobre, il va l'accompagner au Sacré-Cœur et ensuite ils vont partir à la Villatrique. Le lendemain, Landru note dans son carnet les avoirs de Liane, c'est-à-dire 27 francs 60. 13 jours plus tard, il vend ses titres. Et comme d'habitude, il dira qu'il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais vu que pour Landru, elles vont toutes bien, eh bien l'avocat général Godefroy va lui demander de leur fournir en fait 10 adresses des personnes disparues. Landru va dire « Donnez-moi 24 heures et je vais vous donner une adresse d'une personne qui a disparu, soi-disant alors qu'elle habitait pas plus loin que dans ma rue. » Les gens vont être tout retournés, ils vont être étonnés, il va y avoir un brouhaha dans la pièce. Quelques minutes plus tard, le calme revient et les témoins viennent déposer à la barre. Maître Moreau Diaferi, donc l'avocat de Landru, va lire une lettre de Liane qu'elle aurait écrite à un ecclésiastique avec qui elle aurait eu une relation. Le but de l'avocat étant évidemment de salir la victime pour faire comprendre que elle n'était pas parfaite. Tiens, c'est une défense qu'on voit encore actuellement en fait. Le lendemain, c'est la 11e audience et tout le monde attend avec impatience que Landru donne l'adresse de la victime. Il dira qu'il s'agit de Madame Héon qui a été vue par des témoins et la concierge le 6 ou le 8 octobre et que donc elle était soi-disant disparue depuis avant et donc ça ne collait pas et en fait elle était dans un hôtel dans la même rue que lui. Évidemment, le public va être déçu parce qu'il n'a pas apporté son adresse actuelle, donc rien ne prouve qu'elle va bien. Donc tout ça pour ça. Les débats se poursuivront ensuite avec l'affaire Anne-Marie Pascal, une divorcée de 33 ans. Elle lit l'annonce de Landru le 10 septembre. Le 4 octobre, elle rencontre Landru. Le 11 janvier, il l'emmène à Gambais et dans le mois de février, elle va dire à une amie qu'elle va se marier. Le 3 et le 4 avril, Landru et son fils vont déménager les affaires, donc tout le mobilier, etc., de Anne-Marie et également son chat. Sans doute le chat retrouvé mort dans le jardin. Et quelques jours plus tard, il va vendre ses meubles pour la somme de 15 francs. La 12e audience concernera Marie-Thérèse Marchandier. Elle possède des chambres meublées dans un immeuble rue Saint-Jacques. Elle va vouloir les vendre à Landru et c'est ainsi qu'ils se rencontrent. Alors cette dame, elle vivait seule avec ses 2 chiens. C'est une ancienne prostituée. Le 29 décembre, elle va annoncer son mariage avec un certain Monsieur Guillet à tous ses amis. Elle va partir à Gambais avec ses chiens et ses chiens seront retrouvés enterrés dans le jardin. Et l'explication de Landru, c'est que c'est elle qui lui a demandé de les tuer car ils coûtaient trop cher en nourriture. La 13e audience concernera Berthe Héon. Une amie de la fille de Berthe va écrire au président disant que son amie était décédée mais qu'elle voyait toujours la mère de son amie, donc la fameuse Berthe Héon, et que jamais elle n'aurait laissé ses biens comme ça et qu'elle serait partie. Surtout, elle aurait donné des nouvelles. Et Berthe lui aurait dit que, elle allait se marier et qu'elle allait partir en Tunisie avec son homme, qui se faisait appeler à cette époque Monsieur Petit. Elle va la revoir une dernière fois, juste après l'enlèvement des meubles, et cette dame va lui donner une adresse. Elle lui dira que son adresse est 45 avenue des Ternes. Et le fameux Monsieur Petit va lui dire qu'ils vont partir en fait 3 ans en Tunisie. Berthe va demander à Madame Auger de veiller sur la tombe de sa fille. Et Monsieur Petit, donc Landru, va lui répondre « On ne vit pas avec les morts ». Propos qui vont choquer Madame Auger. Ensuite, les débats vont reprendre sur Madame Marchandier et Anne-Marie Pascal. Les témoins vont venir témoigner à la barre, dont le brigadier Riboulet, qui va résumer l'enquête. Il dira que s'il y a bien des traces de vente des mobiliers dans le carnet, il n'y a aucune trace d'achat. La nièce de Madame Pascal va dire que sa tante, quitte à écrire avec son sang, mais elle lui aurait écrit.
s'il n'était rien arrivé de mal, elle lui aurait écrit. La défense va évidemment critiquer la victime, disant que c'était une hystérique et qu'elle avait de nombreuses liaisons. Des propos misogynes classiques, quoi, en fait. Ensuite, la propriétaire d'un des chiens qui a été tué va venir à la barre. Elle dira que jamais son amie n'aurait demandé qu'on tue les chiens. Elle les aimait tellement, c'est juste impossible. Landru va dire que si, c'est bien elle qui lui a demandé et il les a pendus. La dame va s'évanouir. À la 14e audience, eh bien, la cuisinière qui a servi à brûler les corps va trôner au milieu de la salle. Alors l'audience va débuter sur les survivantes, donc les personnes qui n'ont pas fini de la cuisinière. En gros. La déposition de Madame Falk va être lue, car elle n'a pas pu venir, elle est en train de se faire soigner dans un sanatorium. Et Landru va encore dire que non, il n'était pas question de mariage, que c'était une transaction commerciale, blablabla. Le président va rappeler à Landru qu'elle a refusé de faire un prêt de 3000 francs à Landru. Celui-ci va dire « Oh, je ne me souviens plus ». 8 jours plus tard, elle vendait ses meubles et partait à Gambais. Ensuite, c'est au tour de Madame Segret, donc la dernière maîtresse de Landru. Elle va parler de sa vie avec Landru, de ses premières fiançailles ratées, le fait qu'elle a appris qu'il lui a menti sur son identité. Elle va parler des fiançailles qui ont finalement bien eu lieu, le fait qu'ils soient allés à l'opéra et qu'ils aient été tous les deux très émus. Et juste après, eh bien, elle va s'évanouir d'émotion. C'est le huissier qui va lui faire sentir des selles pour la faire revenir à elle. Et ensuite, une fois qu'elle est bien revenue à elle, elle va continuer son récit et va dire qu'en fait, elle pensait qu'il avait un garage et qui fonctionnait très bien. C'est pour ça qu'il avait des sous et que ça allait. Et surtout qu'en plus, elle savait qu'il faisait du commerce de mobilier et voilà, elle n'a jamais pensé à autre chose. Et concernant son séjour à Gambais, eh bien, elle va dire qu'elle utilisait la cuisinière régulièrement, remuait les cendres, etc. Elle n'a jamais rien capté. Jamais. Ensuite, ce sera au tour des médecins aliénistes d'intervenir, des psychiatres, quoi, en fait. Ceux-ci ont remarqué que Landru avait une bonne santé mentale. Il n'était pas fou du tout. Il avait un esprit vif, alerte et intelligent. Et Landru va les remercier en disant « Je vous remercie parce qu'il n'y a qu'un fou pour faire de tels crimes. Et moi, vous voyez bien que je ne suis pas fou. » Le brigadier Riboulet sera appelé à la barre une dernière fois. Celui-ci dira qu'après donc l'enquête, il a constaté que les 11 assassinats n'ont rapporté que 35 642 francs. Tout ça pour ça. La 15e audience concernera les crimes et surtout l'interrogation sur la méthode utilisée. Peut-être du poison. Il détient un livre sur l'empoisonnement et des fioles suspectes ont été retrouvées dans sa cave. Peut-être arme à feu. On sait qu'il avait une carabine et un pistolet et qu'il tirait très bien. Donc c'est une possibilité également. Pour les fioles, il va dire que celles-ci contenaient du produit pour développer des photos. Ensuite, le président va parler vite fait de ce qui a été retrouvé dans les cendres, donc au-delà des fragments humains, mais aussi des affaires personnelles féminines. Ensuite, les villageois de Gambais vont venir témoigner. Ils diront qu'ils voyaient régulièrement de la fumée noire nauséabonde sortir de la cheminée de la villatrique. Et un voisin va dire qu'il a vu Landru faire un feu dans son jardin. Et il ajoutera que ça sentait la chair brûlée. À la 16e audience, eh bien, on va parler des cadavres. Donc les boîtes avec les pièces à conviction seront étalées sur des tables. Et donc, c'est tout ce qui a été retrouvé dans les cendres. Donc les fragments d'os, que ce soit le crâne, les dents aussi, etc. Tout va être mis là sur la table. Ensuite, c'est à Monsieur Bayle, le directeur du service d'identité judiciaire, qui va venir témoigner. Il va expliquer les recherches que lui et ses collaborateurs ont fait, notamment le fait qu'ils ont fait brûler une tête d'un animal, d'un mouton d'ailleurs, dans la cuisinière pour voir à quel point elle se consume, en combien de temps, etc. Et donc ils vont voir que la tête s'est consumée à moitié en 30 minutes. La conclusion est que cette cuisinière pouvait venir à bout de 50 kg de chair en 24 heures. Et ce, avec seulement 10 kg de charbon. Le docteur Paul va témoigner et va dire qu'il a dû recoller les morceaux aux autres, un peu comme un puzzle, pour pouvoir reconstituer des cadavres. Sur les 295 fragments
humains retrouvés, 150 viennent de crâne ou de la face, 4 de l'avant-bras, 65 de la main, 21 du pied, 47 dents ou fragments de dents, et l'ensemble viendrait de 3 cadavres humains de femmes. Il dira aussi qu'au moment où les crânes ont été jetés au feu, ils étaient ouverts et on avait enlevé le cerveau. Le président va évidemment demander des comptes à Landru sur ces découvertes et sur les achats de scie à métaux qu'il a effectués, car un petit morceau de scie à métaux s'est retrouvé dans les cendres. Et Landru va dire que c'est quand il bricolait pour réparer une grille, il y a un morceau de la scie qui s'est cassé et du coup, de rage, il l'a jeté dans le feu et voilà. Le président va poser la question du fait qu'ils n'ont pas retrouvé de sang. Et le docteur Paul va dire que c'est normal car tout a été nettoyé méticuleusement. À la 17e audience, les boîtes contenant les restes humains vont être montrées à Landru et aussi aux membres du jury et aux autres membres de la cour. La 18e audience se tiendra le 26 novembre 1921 et concernera les plaidoiries de la partie civile. Surcouf insistera sur le fait que les victimes n'ont pas pu donner de nouvelles à leur famille et pour lui, c'est une preuve qu'elles ont été tuées. Et Lagasse va parler des familles des victimes qui ont reçu des lettres qui étaient censées être des lettres des victimes, mais en fait, c'était Landru qui les avait écrites pour faire croire qu'elles étaient toujours vivantes. Ensuite, c'est le réquisitoire de Godefroy, donc l'avocat général, qui va faire un portrait de Landru et dire que c'est un monstre cruel et cynique. Il va rappeler les faits, rappeler les preuves et demander la peine capitale. C'est ensuite au tour de maître Moreau Jaffery, donc l'avocat de Landru, de faire son plaidoyer. Il va dire que la conviction n'est pas une preuve et que sans cadavre, il n'y a pas de meurtre. Il va également tenter de décrédibiliser les découvertes des os, etc. Donc en disant que il y a eu un certain temps entre le moment où il y a eu la perquisition et le moment où on a fait les scellés. Il traitera les témoignages de racontars fantaisistes de commères de village. Et il va parler de traite de blanche, je n'ai pas trop compris, et dire que son client est innocent. Une fois que l'avocat de Landru aura fini sa plaidoirie, le président va demander à Landru s'il a quelque chose à ajouter. Et là, Landru va dire avec émotion, dans son réquisitoire implacable, Monsieur l'avocat général a établi mes défauts et mes vices. Mais il m'a rendu justice. Et je l'en remercie du fond du cœur. Quand il a dit qu'il me reconnaissait au moins un bon sentiment, celui de la famille, celui de l'amour de ma femme et de mes enfants. Sur ce sentiment louable, je jure que je suis innocent des crimes dont on m'accuse. Vient le moment des délibérations. La lecture des 48 questions dont les jurés devront répondre est réalisée. Il est 19h30 quand les membres du jury vont regagner une pièce pour délibérer. Pendant ce temps-là, Landru attend dans une pièce à part. Le verdict est affirmatif sur l'ensemble des questions posées et il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Landru rejoint son box et son avocat va lui dire « Ayez du courage, ça sent mauvais, très mauvais ». Et là, Landru va lui dire qu'il est préparé au verdict de mort. Le greffier va lire le verdict du jury. Landru reste impassible. La cour va se retirer à son tour pour délibérer. Pendant ce temps, Landru va discuter avec son avocat. Son avocat va insister pour écrire un recours de grâce au jury. Donc, en fait, c'est pour ne pas qu'il ait la peine de mort, c'est pour qu'il soit emprisonné à vie, en gros. Cette demande, c'est plutôt ça, plutôt que de la quitter. En fait. Et le jury va se retirer à nouveau pour délibérer. 12 jurés vont la signer et la partie civile également. La cour revient et Landru est condamné à la peine de mort. Le président prend la parole. Condamné Landru, je vous avise que vous avez 3 jours pour vous pourvoir en cassation contre l'arrêt qui vient d'être rendu. Landru va répondre. Monsieur le président, je n'ai qu'un mot à dire. Le tribunal s'est trompé. Je ne suis pas coupable d'assassinat. C'est ma dernière protestation. Il sortira de la salle en souriant. Dans sa cellule de la prison Saint-Pierre, Landru va signer le recours en grâce rédigé par son avocat. Et le 23 février, maître Moreau Jaffery est reçu par le président Millerand pour plaider la défense de son client. Il va rester 1h30 à l'Élysée avec le président.
Il va parler de vice de procédure et il va rappeler l'affaire Pell, où l'horloger a mis 48 heures à brûler le corps de sa bonne dans sa cuisinière. Celle-ci avait été détériorée. Donc, pour lui, voilà, c'est une preuve que c'est impossible d'avoir brûlé tous ces corps dans la cuisinière de Landru. Le 24 février, le président de la République va rejeter la grâce. L'exécution de Landru est donc programmée au lendemain. Donc le 24 au soir, eh bien, il va bien manger, il va plaisanter avec les gardiens et le coiffeur de la prison. Les journalistes qui ont été mis au courant, évidemment, ils vont camper carrément en face de la prison, en fait, pour être sûr de prendre les clichés qu'ils veulent. Le 25 février à l'aube, Monsieur Béguin, le substitut du procureur général, réveille Landru et lui dit « Landru, ayez du courage ». Landru se réveille et dit « Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Voudriez-vous me dire qui vous êtes ?» Béguin se nomme et Landru répond « Du courage? Mais vous m'insultez. On ne demande pas à un innocent d'avoir du courage. Son innocence suffit. » Béguin va lui dire « N'avez-vous pas quelques déclarations à faire? Je tiens votre question pour injure, puisque je suis innocent. Je m'étonne même que la loi vous permette de me la poser. » Landru va se lever, s'habiller, se laver. Il va serrer la main de son avocat quand il arrive, et il va lui dire « Ce dont je suis le plus reconnaissant, maître, c'est que vous ayez cru jusqu'à la fin mon innocence. » L'avocat va lui dire « Landru, vous allez mourir dans quelques instants. Je vous en prie, dites-moi la vérité. » Et Landru va répondre « Maître, j'emporte mon secret avec moi. Ce sera mon bagage. » L'aumônier proposera une petite messe à Landru. Landru dira « Non, merci, je ne veux pas faire attendre ces messieurs. » Il va refuser la traditionnelle cigarette et le verre de rhum qui apparemment sont proposés à chaque condamné à mort. Il va dire « Vous savez bien que je n'ai jamais été ni buveur ni fumeur. Et c'est très mauvais pour la santé. » À 6 heures, Landru est conduit à la guillotine. À 6h05, il est mort, emportant avec lui son secret. Et qu'en est-il de sa famille après sa mort? Eh bien, sa femme n'a jamais été inquiétée pour les faits qui ont été un peu reprochés en justice et dont Landru l'a défendu, en fait. Il a dit non, 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 elle n'y est pour rien et tout. Donc finalement, elle n'a jamais été inquiétée pour tous ces faits. Quant à ses enfants, eh bien, ils ont toujours nié la culpabilité de leur père et ils l'ont défendu bec et ongle. Et après l'exécution de leur père, eh bien, ils ont décidé de tous disparaître, comme si le nom de Landru devait s'éteindre avec lui. Landru n'a pas été le seul à profiter du chaos de la guerre pour tuer. 25 ans plus tard, c'est un autre homme qui va reprendre la même recette mais en pire, Marcel Petiot. Landru séduisait des veuves avec des promesses de mariage. Petiot lui promettait aux Juifs de passer en Amérique du Sud. Résultat, une 60aine de victimes, toutes attirées par l'espoir, et la plupart furent brûlées, tout comme les victimes de Landru, mais celle-ci dans sa chaudière. Si vous souhaitez découvrir l'histoire de Petiot en détail, elle se trouve déjà sur ma chaîne. Plus d'un siècle après ses crimes, Henri-Désiré Landru reste l'un des tueurs en série les plus célèbres de France. Était-il un monstre manipulateur machiavélique ou un simple opportuniste prêt à tout pour s'enrichir? Une chose est sûre, derrière un visage respectable, il a écrit l'une des pages les plus noires de l'histoire criminelle. Si cette plongée dans l'histoire de Landru vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies et glaçantes. Dites-moi en commentaire si pour vous, Landru était un génie du crime ou bien si c'était un prédateur sans scrupules. Et d'après vous, comment a-t-il tué ses victimes? Je serais curieuse d'avoir votre avis. À une prochaine!